Bonjour à tous les fidèles de cet embryon de Web TV. Merci d'être là devant votre écran et d'écouter ce que nous avons à raconter, cette réinformation que nous essayons de mettre en œuvre. Alors, avant de passer au vif, au pluriel de nos sujets, je voudrais faire un petit point sur justement la situation de cette Web TV. Donc, bon, il y a eu quelques petites nouveautés. Alors, on va essayer un peu de mieux planifier. Donc, je voulais vous indiquer que nous allons faire une émission spéciale autour du livre de Sylvain sur la bataille de Mariupol. Je pense que ce sera courant de la semaine prochaine, parce que je crois que au-delà de l'exploit réalisé par les troupes russes, il y a des enseignements à tirer sur la globalité de ce qui est en train de se produire au plan militaire en Ukraine. Ça, je crois que c'est très important. Parce que lorsqu'on écoute les experts sérieux, ils disent que c'est une expérience de guerre de haute intensité extrêmement importante dans la mesure où elle apprend énormément de choses. Ensuite, nous aurons également un rendez-vous, nous aurons une invitée que nous recevrons tous les deux avec Sylvain, qui sera Caroline Galacteros, qui fait partie de ces experts, de ces gens qui ont eu un langage de vérité, je dirais, ou qui ont essayé en tout cas d'approcher le réel et qui se sont trouvés à ce moment-là vilipendés, insultés et marginalisés parce que elles ne relayaient pas, ces personnes, elles ne relayaient pas le discours de la propagande officielle qui est mécaniquement celui dispensé par l'Ukraine et Zelensky en particulier. Alors, je vais là aussi commencer un peu comme d'habitude, par un petit appel à la générosité, avec quelques nouveautés quand même. Alors, un de nos auditeurs, un de nos téléspectateurs s'est proposé et nous a composé un générique qui sera bien évidemment avec les prochaines vidéos. Nous allons essayer de l'y inscrire. En tout cas, merci à lui. Je mettrai dans la description le lien de son site, parce que c'est un compositeur, il a un site. Et en tout cas, merci à lui de cette contribution spontanée. Et justement, au cours d'une discussion avec lui, mais il m'a dit, mais pourquoi en ce qui concerne le montage, la post-production, qui dans un premier temps serait assez simple, pourquoi ne pas là aussi faire appel à des contributions, à du bénévolat, des gens qui seraient intéressés par justement cette contribution au travail de réinformation, et ce en parallèle de, alors là je reviens à l'aspect sonnant et trébuchant, cette contribution dans la cagnotte qui fonctionne pas mal du tout et dont j'insiste en refaisant cet appel à la générosité, j'insiste que toutes les sommes qui sont rassemblées seront consacrées à l'amélioration technique, au développement de cette chaîne de réinformation. Voilà, ça c'était ce petit préalable. Maintenant, je voudrais qu'on passe à l'actualité. L'actualité la plus brûlante, c'est celle qui s'est produite il y a 2-3 jours maintenant, qui est celle de l'attaque de la Pologne par l'Ukraine. Donc, on a appris que, effectivement, l'Ukraine avait décidé de s'attaquer à la Pologne, d'attaquer une ferme, avec des conséquences malheureusement létales, puisqu'il y a eu 2 tués, et naturellement une certaine émotion sur l'ensemble de la planète, puisque alors je mets des guillemets à attaque, faut être sérieux, cette attaque s'est produite comme par hasard au moment du G20, et donc on a vu beaucoup d'agitation autour de ça. Alors, première question, Sylvain, qu'est-ce qui s'est passé au plan technique et au plan militaire avec cette explosion qui aurait eu lieu sur le territoire polonais? Alors, il faut rappeler que, comme le faisaient remarquer tous les observateurs, bien évidemment, tout ça, c'est de la faute, c'est les Russes, c'est de la faute de la Russie, puisque si la Russie n'avait pas lancé son attaque de missiles au cours de cette journée, il n'y aurait pas eu ce tir de la DCA ukrainienne et il n'y aurait pas eu cet incident. Alors, ça, c'est la version, on va dire, finale, parce que bien évidemment, donc, on a eu d'abord la première partie du narratif, c'est qu'immédiatement, donc, on apprend qu'il y a 2 fermiers polonais qui malheureusement ont trouvé la mort suite à l'explosion
d'un missile sur le territoire polonais, hein, juste à la frontière avec l'Ukraine, et on nous dit immédiatement, les Russes, un de leurs missiles a dépassé sa cible, a raté sa cible et a touché le territoire polonais, et on a tout un tas de relais partout dans le monde anglo-saxon comme dans le monde francophone, avec chez nous toujours un zèle redoublé pour nous dire, voilà, ça y est, les Russes ont franchi le Rubicon, article 4 puis article 5 de l'OTAN pour déclarer finalement la guerre mondiale avec la Russie. Alors bien évidemment, tout ça très rapidement a commencé à retomber quand les premières photos des pièces retrouvées sur place sont apparues sur les réseaux. On a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un missile russe, hein, ni d'un calibre, ni d'un KH-101, mais qu'il était vraisemblablement question d'un missile S-300 de fabrication soviétique, rappelons-le, hein, pas de fabrication russe. Tout ça a été fabriqué à l'époque de l'Union soviétique, en dotation aujourd'hui dans l'armée ukrainienne comme dans l'armée russe, même si dans l'armée russe, les S-400 sont maintenant en plus grand nombre que les S-300. Et on arrive à comprendre que vraisemblablement, ce missile a été tiré par les Ukrainiens et on nous dit, bon, bah, c'était pour intercepter un des missiles russes, comme ça a été le cas tout au long de cette attaque et au cours des précédentes. Alors, se posent quand même des questions derrière, hein, puisque bon là, on est sûr que ce n'est pas les Russes qui ont tiré délibérément sur le territoire polonais, mais reste Oui, quand même alors, des questions. je t'interromps une seconde, Sylvain, parce que il y a, effectivement, je sais que tu vas aborder ce sujet, mais il faut rappeler d'où partaient les missiles russes. Hein, c'était Oui, des trajectoires est-ouest ou sud-nord. Hein, c'est et, ça, c'est ça. et Enfin, effectivement, sud-ouest, nord-ouest, oui. voilà. Et donc, alors, il y a des Oui, questions de portée, je crois, il y a des questions de portée de S-300, hein, si les Russes avaient utilisé des S-300. Et deuxièmement, il y a des questions, si c'est de la défense antiaérienne, ce qui apparaît aujourd'hui, et ce qui est en tout cas avancé par les soutiens occidentaux de Zelensky et de l'Ukraine, c'est que le S-300 a dû faire demi-tour. Parce que s'il a été utilisé oui. pour essayer… Oui, voilà, donc c'est un peu curieux quand même. Hein, Oui, alors c'est-à-dire qu'on a des trajectoires des missiles russes, donc effectivement qui viennent soit du sud-est depuis la mer Noire, soit depuis l'est et qui vont donc vers l'ouest et vers le nord-ouest, et qui là on a un missile antiaérien qui lui a une trajectoire qui bon bah monte vers le ciel et passe directement vers l'ouest en territoire polonais au lieu d'aller vers l'est à la rencontre des missiles russes. Alors, ça pose des questions parce qu'on se dit, mais alors, comment c'est possible? Alors, les plus optimistes des soutiens de Zelensky vont nous dire, ah, mais oui, mais mon pauvre monsieur, c'est du matériel soviétique qui n'est plus très à jour, qui ne fonctionne pas forcément très bien et qui, des fois, a des trajectoires erratiques qui font que on peut le retrouver ailleurs que là où on l'a tiré. Bon, bref, on n'a pas envie de rigoler très longtemps parce que, comme tu l'as rappelé, il y a eu 2 morts. Donc, on est sûr que ce ne sont pas les Russes. Maintenant, il reste à déterminer pourquoi effectivement ce missile a eu cette trajectoire. Donc, on peut se demander, il y a 2 hypothèses. La première, un tir direct des Ukrainiens, hein, pour faire accuser la Russie dans le brouhaha ambiant qu'il y avait ce jour-là sur les missiles tirés par l'armée russe. Et puis, bien sûr, dans le contexte du G20, pour essayer de remettre un grand coup de pression sur les Occidentaux, parce que tout ça s'articule autour du problème qui est né de la résolution autour de Kherson. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu que le problème de Kherson avait été réglé vraisemblablement par de la diplomatie entre les Américains et les Russes directement, ce qui n'a pas du tout plu à Zelensky, hein, ce qui laissait augurer éventuellement une sortie de crise sans sa présence et sans la présence, rappelons-le, de l'Union européenne. Et donc, quoi de mieux que de mettre le monde au bord de la guerre mondiale que de faire croire à une agression du territoire polonais par les Russes. Hein. On connaît les antécédents historiques entre la Pologne et la Russie. Il faut saluer le sérieux quand même des Polonais qui ont été les premiers à essayer de dédramatiser les choses dans la nuit
hein. C'est quand même très intéressant de voir comment les Polonais, bon, effectivement, au début, ils étaient un peu échaudés, on peut les comprendre, hein, de leurs ressortissants qui sont tués, ça laisse pas les gens dans une situation de grand calme forcément au départ, mais ils ont été très rapidement dans la désescalade par rapport même à leurs homologues baltes ou par rapport à certains ici en Europe occidentale. Voilà. Alors, je voudrais ajouter une chose, moi, justement, une observation sur la réaction des Polonais. Les Polonais, ils font un peu n'importe quoi depuis un moment. Ils ont beaucoup de monde sur le terrain, hein. Il semble qu'ils aient déjà eu des pertes relativement importantes, hein. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne, aujourd'hui, est aussi composée je veux dire, de soldats étrangers, hein, avec une forte participation des Polonais. Tout ça sera à établir et le sera probablement. Euh, Dès le début, ils ont réagi très brutalement. On rappelle aussi, j'allais oublier, leur rôle probable dans le sabotage des gazoducs. Donc, ils ont réagi très brutalement. Et puis, ils ont changé. Le lendemain matin, effectivement, c'était plus le même discours. Moi, j'ai le sentiment qu'ils ont reçu des ordres, hein, et que le patron leur a dit, attendez, calmez-vous, hein, calmez-vous, parce que on va pas, ne vous imaginez pas qu'on va démarrer au quart de tour sur cette affaire. Et je le dis d'autant plus à l'aise qu'en ce qui concerne, c'est les Russes, c'est la faute des Russes. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que dans le raisonnement, en disant oui, c'est un dommage collatéral, c'est peut-être un accident, mais il n'y aurait pas eu les bombardements russes, hein, avec l'invasion du 24 février, quoi qu'on pense de celle-ci, de sa légitimité, pas de sa légitimité, il n'empêche quand même que l'agresseur, entre guillemets, ce sont les Russes, hein, et que c'est en essayant de se défendre que les Ukrainiens ont probablement commis cette erreur. Si c'est une erreur. Hein, si c'est une erreur, et c'est là où ça devient assez intéressant, et j'allais dire de nouveau avec les réserves qui s'imposent, relativement amusant, c'est-à-dire que Zelensky s'est accroché à sa thèse de très longtemps. Il a mis 3 jours avant de mettre de l'eau dans son vin, hein, alors que tout le monde battait en retraite. D'ailleurs, c'est assez intéressant, les Américains ont battu en retraite très tôt, on l'a vu avec le Pentagone et ses communiqués. Mais les autres alliés, ça a été un peu plus long. Hein, notre ami Emmanuel Macron a fait publier cette photo grotesque où il est au milieu des gens du G7 et il prend l'air important, etc. Et c'est relais sur les réseaux en disant regardez, nous avons un président respecté au plan international alors qu'il est l'objet, comme d'ailleurs notre ami Trudeau là qui s'est fait rappeler à l'ordre par Xi Jinping devant les caméras, hein, il est un petit peu ridicule et il n'influence plus grand monde. Donc, effectivement, il y a eu une réaction occidentale très mesurée, très vite disant, bon, il faut qu'il y ait une enquête, mais on pense que, et on ne croit pas que, hein, et il y a eu ce décalage avec Zelensky. Qu'est-ce que ça veut dire que ce décalage? Est-ce que la créature est en train d'échapper à ses maîtres? Oui, probablement, parce que il faut qu'on revienne par rapport à ça sur Kherson, hein. C'est-à-dire que la semaine dernière, quand on a pris la parole, on en était à les Russes vont devoir se retirer de cette tête de pont et évacuer la ville, hein. D'ailleurs, on nous a fait une remarque intelligente, hein, c'est pas 400 000 habitants, c'est plutôt 300 000 que comptait la ville avant la guerre. Bon. Et on se rend compte que cette évacuation est terminée le lendemain. Alors là, pour qui connaît un peu l'art de la guerre, on se dit c'est pas possible. Et surtout, c'est pas possible dans les conditions dans lesquelles ça a eu lieu. C'est-à-dire que l'armée russe s'est repliée en ordre. Aucune colonne de prisonniers, encore une fois, n'a été filmée sur TikTok par les Ukrainiens. Les matériels qui ont été trouvés étaient des matériels qui étaient, comme pour le secteur de Kharkov, Izium, pour une grande majorité des matériels qui étaient dans des ateliers de réparation et qui étaient vraisemblablement irréparables. Donc les Russes les ont abandonnés en prenant soin de les saborder définitivement si c'était nécessaire. Donc toute l'opération s'est déroulée très vite. Alors bien évidemment, on comprend tout de suite qu'elle n'a pas eu lieu dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce, hein, du retrait russe. Elle avait donc probablement commencé avant,
et elle a été menée à bien dans sa dernière phase au cours de la nuit du 10 au 11 novembre, et certainement pas l'ensemble de l'opération. Hein. Les observateurs pensaient à raison qu'il y avait entre 25 et peut-être jusqu'à 30 000 soldats russes dans la tête de pont. Donc on ne peut pas imaginer qu'en quelque chose comme 72 heures maximum, ces gens-là soient partis avec armée bagages sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et ce sans qu'il se passe quoi que ce soit est extrêmement important. C'est-à-dire que tout au long de la fin de la journée du 10 novembre et de la nuit du 10 au 11, cette armée russe, dont il ne restait probablement qu'un écran, va réussir à se replier sans que l'artillerie ukrainienne ne tente quoi que ce soit pour entraver son déplacement. Alors ça, c'est pareil, c'est inédit. Hein, c'est-à-dire que le décrochement d'une position pour un repli en plus au-delà d'une coupure humide, et qui plus est comme coupure humide le Dniepr, où on n'a que 2 ponts pour opérer ce repli, dont un, le pont Antonovski, qui, je le rappelle, était endommagé. On se dit, c'est pas possible. Ou les artilleurs ukrainiens sont tous devenus malades ce jour-là, ou alors ils ont reçu des ordres de ne pas ouvrir le feu. Hein, et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé, puisqu'on n'a pas assisté à un déluge de feu. Je rappelle, il y avait 3 routes sur la tête de pont, 3 routes praticables par de nombreux véhicules ou ce genre de choses. Donc, c'était 3 axes qui étaient identifiés depuis des lustres par l'artillerie ukrainienne. Il y avait qu'à les bombarder copieusement tout au long de cette évacuation pour créer un chaos sans précédent dans les lignes russes. Rien de tout cela n'a eu lieu. Hein. Donc, même le général Trinquant sur LCI a été obligé de reconnaître que tout ça, à ses yeux, ne pouvait être que le fruit d'une négociation entre les Ukrainiens et les Russes, et peut-être les patrons des Ukrainiens et les Russes. Et on se dit, c'était l'option sur laquelle on était ce week-end, c'est de dire, ben voilà, on va peut-être assister, avec l'arrivée notamment de M. Burns à Ankara, avec son homologue du SVR lundi, on va probablement assister à un début de négociation en prise directe entre les 2 grands puissants, aux dépens de l'Ukraine et aux dépens de l'Union européenne, ne cessons pas de le rappeler, pour montrer qui a vraiment la parole et la voix au chapitre. Et on se dit que là, Zelensky, ça n'a pas dû du tout lui plaire d'imaginer que les Américains, qui donnaient des signaux depuis une semaine de partout, hein, Madame Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, Monsieur Sullivan, etc., le Conseil national à la sécurité, pour dire qu'il fallait finir cette affaire avant l'hiver, hein, Zelensky, ça n'a pas dû du tout lui plaire. Et il a donc décidé, entre guillemets, d'envoyer un message fort, hein, pour s'aborder tout ça en disant il est hors de question que nous, Ukrainiens, nous négocions. Et donc, quoi de mieux qu'un incident de cette nature avec ce missile pour recouper définitivement les ponts. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un chien de ma chienne, hein, parce qu'on a compris avec l'intervention de notre camarade Bessonnet du Cercle Aristote la semaine dernière que c'est ce que les Américains l'ont contraint à faire cet été, quand les Ukrainiens avaient, eux, mené des négociations pour vraisemblablement échanger des territoires entre la zone Kharkov-Izium et la zone notamment de la Crimée et peut-être de Kherson et de Zaporozhye. Les Américains n'ont pas du tout aimé être mis au pied du mur et passer en second. Ils ont forcé l'offensive ukrainienne, et donc là, Zelensky a fait l'inverse. Malheureusement, les Russes n'ont pas du tout apprécié cette façon de fonctionner, et c'est pour ça qu'il y a eu ce déluge de missiles le lendemain. Alors, je voudrais ajouter une chose. D'abord, la présentation que tu viens de faire, je suis un peu surpris parce que j'ai vu un monsieur Titelman, je crois, le jour de l'évacuation, faire un tweet en disant débandade, les soldats russes abandonnent leurs officiers, tout le matériel. On voit là j'exagère un peu, hein, on voit les soldats russes partir avec des machines à laver sur le dos. Il y a même Yakovlev qui a fait une espèce de petit photomontage, sans dire que c'était un photomontage, hein, où on voyait des soldats russes avec chacun ayant une grosse vingtaine, chacun ayant une machine à laver. On sait que les machines à laver doivent être démontées pour fabriquer des missiles, hein, dont M. Goya nous a dit qu'il n'en avait plus, les Russes. Hein. Bon, donc voilà. Ça c'était pour l'anecdote qui montre le niveau où se situe le système français. Non, ce que je voudrais ajouter, c'est que Zelensky, effectivement, on peut peut-être analyser si c'est volontaire.
Hein, on ne peut pas l'affirmer, ça peut être une erreur, ça peut être un accident, hein, mais si c'est volontaire, il y a quelques éléments qui pourraient le donner à penser, c'était effectivement un message à envoyer concernant cette histoire de négociation. Et faut aussi ajouter que Zelensky a répondu sur la négociation. Il a fait une proposition de paix. Il a dit, vous évacuez tout, vous nous rendez tout, vous nous versez 15 milliards et vous reconstruisez. Donc, effectivement, ce à quoi Lavrov a dit que c'était pas sérieux, ce qui était probable, et à mon avis, ce qui était le but poursuivi, bien évidemment, par Zelensky, qui souhaitait torpiller cette tentative américaine, ou en tout cas, cette approche politique américaine. Alors, la question que je posais tout à l'heure, c'était est-ce que la créature échappe au maître? Parce que c'est une vieille histoire dans les interventions américaines. Moi, je me rappelle très bien de la fin de la guerre du Vietnam et des dirigeants sud-vietnamiens que les Américains avaient du mal à contrôler. Parce que quand il y a eu les accords de Paris entre Kissinger et le Duc Tho, en 1972, eh bien, effectivement, le gouvernement sud-vietnamien, le gouvernement qualifié de fantoche par le FNL et par le Vietnam du Nord, n'était pas d'accord. N'était pas d'accord, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Hamid Karzai, qui était le président installé, corrompu jusqu'à l'os, comme d'habitude, hein, installé par les Américains en Afghanistan, c'est pareil. Il y a eu d'énormes problèmes. Il a mis à plusieurs reprises Obama en difficulté, dans des situations difficiles. Puis bon, on sait sur quoi ça a débouché au final avec la catastrophe de l'année dernière. Donc, est-ce que, voilà, la question que je me pose, on ne peut pas y répondre aujourd'hui, hein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait en train de se passer, c'est-à-dire que l'État ukrainien, qui est, je réutilise le terme fantoche, non pas pour le qualifier, mais parce que c'est l'adjectif qui est un peu utilisé dans ces circonstances. Personne ne peut nier que ce sont les Américains qui commandent, qui téléguident. D'ailleurs, à ce sujet, après que Zelensky ait torpillé les négociations, Stoltenberg est revenu, secrétaire général de l'OTAN, pour un temps encore, hein, en disant que la seule négociation, c'est quand l'Ukraine aurait gagné la guerre. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu un recul occidental aussi à la suite des réactions de Zelensky. Alors, je voudrais revenir sur Kherson. Ou Kherson, moi je le prononce Kherson à la française, c'est involontaire, hein, que personne ne se trompe, c'est qu'effectivement ça m'est venu comme ça. Alors, c'est que ça a quand même été, on en a parlé la semaine dernière, ça a quand même été l'occasion pour tous les soutiens, en particulier français, de l'Ukraine et de Zelensky, l'occasion de dire que c'était une nouvelle catastrophe et une nouvelle défaite de l'armée russe. J'ai encore lu un article hier ou avant-hier dans Valeurs Actuelles assez consternant à ce sujet. Effectivement, est-ce qu'on peut très rapidement, Sylvain, revenir sur la dimension tactique qui a été réalisée par Surovikin, qu'il avait annoncé d'ailleurs assez tôt, hein, dès qu'il a pris son commandement, il a dit là on aura des décisions difficiles à prendre. Hein. Alors c'est clair que ça a provoqué chez les pro-russes beaucoup d'affliction. Hein, et même à certains endroits sur les réseaux des débuts de panique, mais surtout, on nous a resservi le discours de la défaite russe imminente. Alors, le problème, il est toujours le même, c'est-à-dire que les gens regardent l'immédiateté tactique du terrain. Donc, effectivement, les Russes reculent. Donc, celui qui recule n'est pas dans une dynamique victorieuse, etc. Enfin, bref, c'est ce qu'on nous a servi à chaque fois. C'est très intéressant de voir qu'à chaque fois que l'armée ukrainienne a reculé, elle était quand même dans une dynamique victorieuse, hein, ne l'oublions pas. Hein. C'est-à-dire que ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la dynamique du recul, qui est une défaite, ne s'applique qu'à une seule armée. Donc ça, c'est d'un niveau, enfin, je veux dire, c'est zéro. On n'est plus du tout dans l'analyse, on est effectivement dans la position sentimentale, etc. Il faut que l'armée ukrainienne gagne, il faut que l'armée ukrainienne soit victorieuse et que les Russes, qui sont mal commandés, mal équipés, etc., soient les plus mauvais du monde. Alors, l'armée russe, elle a fait ce qu'elle avait à faire en bon ordre. Une fois encore, je le rappelle, moi, je garde les vidéos nombreuses
qu'il y avait sur Telegram, sur les réseaux sociaux en mars dernier, où dès que l'armée ukrainienne détruisait un simple véhicule, hein, et alors a fortiori un char russe, on avait des vidéos partout. On était là, on nous disait c'est merveilleux, ils sont forts, etc., etc. Quand ils capturaient des véhicules intacts, on en voyait partout. Les vidéos n'arrêtaient pas de circuler. C'est comme ça qu'il y a certaines sources de renseignements ouverts, comme on dit aujourd'hui, d'OpenSyn, qui nous disent qu'il y aurait eu 600 chars détruits. Enfin bref, beaucoup de choses très approximatives. Aujourd'hui, pour Kherson, pour Izium, Kharkov, on n'a toujours pas de vidéo équivalente. Toujours pas. Donc moi, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Il y a un repli stratégique russe. Ça peut être considéré politiquement par les Russes chez eux comme une défaite, parce qu'on n'attendait pas ça après la mobilisation partielle. Mais pour le moment, moi, ce que j'aimerais voir, hein, et je pense que beaucoup d'Ukrainiens aussi aimeraient le voir, c'est leur armée qui gagne enfin une vraie bataille rangée, parce que malheureusement pour eux, pour le moment, hein, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le secteur de Kupiansk, Kremena, dans lequel ils sont installés maintenant qu'ils ont pris la tête de pont de Liman et qu'ils s'en sont servis avec plus d'intelligence que ce que je pensais, eh bien, ils sont toujours avec des gains de 800 mètres, des reculs de 600 mètres, des gains de 600 mètres, etc. Et on est sur du grignotage qui ressemble à la Première Guerre mondiale, comme partout ailleurs sur le front. Donc, pour le moment, depuis le 24 février, il n'y a qu'une seule armée qui, du fort au fort, dans des circonstances normales, a réussi à faire des progressions de 200 km en 48 heures. Cette armée, c'est l'armée russe. Pour le reste, c'est de la propagande. Voilà. Donc, les Ukrainiens ont pris un terrain qui a été abandonné par l'armée russe en bon ordre. Hein, le terrain est ravagé, le terrain est inexploitable, il est miné de partout. La ville de Kherson est une ville fantôme. Donc, pour le moment, il n'y a pas de quoi pavoiser. On peut se réjouir pour les populations qui se sont senties de nouveau ukrainiennes et libérées, mais ça ne dépasse pas ce stade-là. Voilà. Alors, je voudrais ajouter quelque chose avant de passer aux perspectives qui s'offrent et à ce que j'ai entendu de la part de Douglas McGregor, une analyse très intéressante sur ce qui était en train de se passer et sur ce que lui prévoit. Hein. C'est sa responsabilité. C'est que, effectivement, le recul de Kherson a été traité par le système médiatique français de façon paroxystique, avec une propagande débile. J'insiste sur le mot débile. Moi, je veux dire, je constate un recul russe, ce qui a été perçu en Russie par l'opinion publique comme une défaite, incontestablement, hein, même si ça n'a pas été massif. Toujours est-il qu'on nous a vendu la libération de Paris, alors que 80%, sinon 90% de la population est partie. On nous a fait des films, on a bien vu les montages à la Sean Penn, hein, et avec en particulier, je le cite parce que c'est quand même extraordinaire, on a une interview faite par la télévision d'habitant soi-disant de Kherson, hein, qui dit « Je suis tellement content que d'être libéré des Russes et tout ». Puis on a fait un petit retapissage de sa physionomie. On s'est aperçu que c'était quelqu'un qui habitait à Kiev et qui était un officier supérieur qui commandait une unité de l'armée ukrainienne. Bon, on voyait ce qu'il en était. Hein. Et puis, il faut insister sur autre chose, parce que ça aussi, ça commence à être exaspérant. C'est qu'on a assisté aussi à la duplicité médiatique du gouvernement et de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'on a vu quand même CNN et Sky News, oui, deux chaînes que personne ne pourra qualifier de pro-russes, les yeux dans les yeux, qui ont vu leurs journalistes éjectés de la ville parce qu'ils ont diffusé des images très gênantes d'un kidam probablement debout sur le toit d'une voiture, drapeau ukrainien à la main, en train de faire le salut nazi pour célébrer la victoire. Nous avons vu le Facebook, la page Facebook de l'état-major général de l'armée ukrainienne, hein, armée commandée par notre ami Zaloujny, hein, qui s'amuse avec des jeunes femmes d'une vingtaine d'années à échanger des dizaines de messages, hein, qui n'ont rien à voir avec la guerre. On a vu des soldats ukrainiens photographiés et la photo publiée sur la page Facebook en train, eux aussi, en se croisant, de faire le salut nazi. Alors, au bout d'un moment, on peut, comme c'est le cas depuis midi, essayer de nous faire pleurer
sur le fait que les Russes, on aurait découvert des salles de torture, etc., où ils auraient torturé des jeunes Ukrainiens. On attend que des enquêtes indépendantes, si un jour peuvent se rendre sur place, nous donnent un verdict. Mais voilà aussi à quoi a servi médiatiquement la libération de Kherson, avoir un visage de l'armée ukrainienne que personne ne veut plus regarder dans les yeux depuis le 24 février. Et ça, je pense qu'il faut le redire à tout le monde. Hein, cette part de l'Ukraine ne doit pas être négligée par les Occidentaux comme elle l'a été jusqu'à maintenant. Alors, Voilà. il y a une chose intéressante parce que je crois que si les journalistes ont été expulsés, c'est parce qu'ils ne voulaient pas de journalistes à Kherson, parce qu'il y avait des choses qui se préparaient. Et on a vu quand même quelques photos, on a vu des gens mis au pilori, attachés à des poteaux, on a vu des gens qui avaient été manifestement passés à tabac. Hein. Alors, c'était un peu gênant. Alors, immédiatement, il y a eu une espèce d'opération de communication en disant un rapport de l'ONU, où l'ONU nous dit, comme d'habitude, hein, on ne sait pas jamais trop qui s'exprime, hein, disant qu'il y avait eu des tortures des prisonniers de guerre des deux côtés, en disant d'ailleurs, mais très doucement, oui, il y a eu des exécutions de prisonniers du côté ukrainien. Alors, les seules documentations que nous avons, elles sont d'exécution du côté de prisonniers ukrainiens. Il n'y a pas eu de revendication d'exécution du côté russe. Je ne dis pas que ce soit des gentils, je ne sais pas. Il n'y en a pas eu. Et il a fallu attendre des mois avant que ce soit reconnu. Je prends un autre exemple. Très récemment, dans le Nord, on a vu un dirigeant, un chef d'une escouade nazie, exécuter froidement des gens qui étaient accusés d'avoir été des collaborateurs russes. On l'a vu, ça a été documenté, ça a été étudié. On sait très bien ce qu'il en était. Pas un journal de la presse française, pas une télévision, pas un média n'a répercuté. Et ça, c'était il y a un mois et demi. C'était il y a un mois et demi, 2 mois. Oui, Donc c'était là, on a mi-septembre. effectivement deux poids, deux mesures qui est vraiment insupportable. Qui est vraiment Oui, insupportable et dont l'évacuation de Kherson a été le moyen de voir que ça continuait à s'exprimer. oui, et on peut le voir encore aujourd'hui, puisque ce matin sont apparues des vidéos accablantes de l'exécution d'une dizaine de prisonniers russes de manière complètement froide. Hein, ils venaient de quitter leur position de combat, ils se rendent, ils sont face contre terre pour être ensuite emmenés et ils sont tous exécutés. On a les images, hein, elles tournent sur Telegram. Voilà, ces images-là n'atteindront pas les rédactions en Occident, hein, pour nous dire que l'armée ukrainienne se comporte de cette manière-là. Et en ayant certains de ces éléments, rappelons-le, qu'ils l'ont revendiqué ouvertement. Je rappelle que le chef des bataillons de volontaires géorgiens qui sont dans l'armée ukrainienne, qui depuis a été, semble-t-il, liquidé par les forces russes, revendiquait mais ouvertement qu'il ne ferait aucun prisonnier russe. Hein, ça date du mois d'avril. Hein, il disait clairement, quand on l'interrogeait, nous ne ferons aucun prisonnier russe. Voilà, donc ça, c'était clair, net et précis. Et j'ajouterais, parce que bon, là, on est sur des sujets qui sont quand même importants, j'ajouterais que nous n'aurons aucune espèce de déclaration de Monsieur Cédric Maas, de Monsieur Titelman, de Michel Goya, du général Yakovlev sur ces exactions. Aucune. Hein, Aucune. donc, Ah oui, ça. effectivement, hein, alors que moi, je prends l'engagement. Si jamais j'avais quelque chose de documenté de cette nature, bien évidemment, j'interviendrai et je dénoncerai ce genre de comportement. Bon, écoutez, on ne va pas passer trop de temps sur ces tristes personnages. Ce que je disais tout à l'heure de l'intervention de Douglas MacGregor, qui est donc cet expert américain, c'était que cette guerre était quand même nouvelle. Enfin, c'est-à-dire qu'elle apprenait des choses nouvelles, hein, sur effectivement l'usage de l'artillerie. Hein, c'est-à-dire que les zones, c'est ce qui explique le niveau de perte dont on nous informe, le niveau de perte de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire que, et la supériorité russe dans le domaine de l'artillerie étant indiscutable, est quelque chose de terrible, hein, qui peut exposer effectivement les affrontements à des niveaux de létalité très importants. Alors,
toujours avec Douglas MacGregor, lui, il prévoit une grande offensive d'hiver. Il s'explique, il disait en disant que les Russes intègrent au fur et à mesure, font ça minutieusement. J'ai entendu d'autres experts le dire, et que on aurait probablement une offensive d'hiver. Certains rappelant que en général les Russes se débrouillent assez bien l'hiver. Hein, on l'a vu donc, que ce soit avec Napoléon ou avec Hitler. Bon, là, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout hein, ce qui peut se passer, ce qui peut se produire. En tout cas, les choses vont probablement évoluer avec l'intégration dans l'armée russe de cet apport assez conséquent de cette mobilisation partielle. Oui, bah, il est évident que les Russes ne semblent pas être pressés pour former ce qui reste à former, donc plus de 200 000 hommes, on en parlait la semaine dernière. On voit partout, depuis le début de la mobilisation partielle, des vidéos qui nous les montrent à l'entraînement. Hein. On voit que à travers toute la Russie, il y a des centres d'entraînement. On voit aussi, parce qu'il faut le rappeler, il y a eu des problèmes. Il y a des gens qui se sont plaints dans ces centres d'instruction ou de reformation. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs occidentaux, ils sont là, ah, regardez, cette armée qui n'a plus rien, etc. Les vidéos, ce qu'elles disent, c'est que les soldats russes se plaignent quand on ne les entraîne pas suffisamment. Hein. On n'est pas face à une armée de va-nu-pieds qui ne serait pas bien équipée. Hein. Les images où on voit des soldats russes, disons-le franchement, s'engueuler avec leurs instructeurs. Tout le monde est équipé comme il faut pour l'hiver. Tout le monde est équipé militairement pour faire la guerre. Simplement, les reproches qu'on voit, c'est bah, pourquoi on n'a pas passé autant de temps sur le pas de tir, pourquoi on n'a pas fait autant de formation, etc. Donc, on est face à des gens qui veulent combattre, mais qui veulent le faire dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que la Russie prend son temps dans tous les domaines, hein, parce que les vidéos qui circulent aujourd'hui nous les montrent à l'entraînement pour les chars, pour l'infanterie, pour l'artillerie, pour les unités de service de génie, etc. Bref, on prend son temps. Partout ailleurs, on a laissé à la manœuvre active les unités de Wagner, hein, bien évidemment, dans le Donbass, les unités de la DPR et de la LPR, et puis on voit les unités russes, par exemple les fusiliers marins de la Baltique, hein, qui ont pris Pavlovka la semaine dernière. Donc voilà, les choses continuent à leur rythme, et effectivement, les Russes ne sont pas pressés, parce que n'oublions pas que sur les frappes dont on parlait en début de semaine, il y a encore eu des coups monumentaux qui ont été portés à l'infrastructure électrique du pays, qu'on a commencé à attaquer maintenant l'infrastructure gazière pour l'Ukraine, et que vraisemblablement, malheureusement pour la population, elle va prendre de plein fouet les effets de l'hiver qui arrivent à grands pas, hein, puisqu'on a vu les premières neiges dans certains secteurs. Voilà, donc ça va être extrêmement compliqué pour la population qui, à l'inverse de ce que disent certains analystes ici, la population de l'Ukraine ne prend pas des bombes dans la figure comme celle du Nord-Vietnam, comme celle de l'Irak, comme celle de la Corée du Nord ou comme celle de l'Allemagne en 1945. Non, c'est juste qu'elle n'a plus de chauffage chez elle et qu'elle n'a plus l'électricité. Donc l'effet pervers des bombardements stratégiques menés par les Anglo-Américains puis les Américains depuis 75 ans ne vont pas se faire sentir comme ils se sont fait sentir en Allemagne en 1943, 44 et 45. Je doute que ça resserre la population d'un pays moderne ouest européen autour de ses dirigeants. Les Allemands de 1944 ne sont pas les Ukrainiens de 2022. Il faudrait peut-être l'intégrer dans la réflexion sur les effets de ces bombardements russes, notamment parce qu'ils tuent heureusement très peu de civils. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Alors, en ce qui concerne ce qui peut se produire sur une offensive d'hiver, ben, nous verrons. Hein. Je pense qu'elle aura lieu. Je pense qu'elle aura lieu. Oui, alors le problème, c'est que je veux dire, il y en a qui nous ont dit le plan russe a échoué. Y a-t-il un plan russe comme ceci ou comme cela hein, c'est dans leur tête, on n'en sait rien. Hein, toujours est-il que il est tout à fait possible, sinon probable, qu'ils reprennent l'initiative. Et en tout cas, ils ont tout leur temps. Hein, c'est comme ça qu'ils voient les choses parce que, et on n'a pas abordé ce sujet aujourd'hui, hein, la guerre mondiale hybride, cette espèce de grand affrontement Occident contre le reste du monde, se poursuit. Hein, et le théâtre ukrainien n'est qu'un des théâtres de ce grand affrontement. Oui. Et dans cet affrontement, l'Ukraine a pris une très mauvaise nouvelle ce matin dans la figure, c'est-à-dire que les républicains qui viennent de prendre le pouvoir au Congrès des États-Unis lancent immédiatement une commission d'enquête sur la façon dont l'argent public des contribuables américains est distribué à l'Ukraine.
ce qui semble être synonyme à terme d'une coupure partielle ou totale du robinet américain à l'égard de la société et de l'armée ukrainienne. Bien, eh bien nous verrons. Je vous dis à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui, à la semaine prochaine, on reparlera de Mariupol et on recevra avec beaucoup de plaisir Caroline Galacteros. À bientôt. À bientôt.